Merci beaucoup. Merci, Dr Abdoulaye Diallo. Et je voudrais, Monsieur le ministre, vous saluer respectueusement. Messieurs les ministres, mon ami Iba Der Thiam, je salue aussi, et très amicalement, et rappeler ici qu'il a été un de mes meilleurs compagnons à l'Assemblée nationale. Nous avons initié une action extrêmement importante qui actuellement est poursuivie par nos prédécesseurs, par nos successeurs. Il s'agit de l'Assemblée mondiale des présidents d'Assemblée nationale et aux Nations Unies. Une assemblée qui se fait jusqu'à présent avant le sommet des chefs d'État. Et nous l'avons conçu ensemble, nous l'avons lancé ensemble avec l'UIP. Et je crois que ça a été un parcours assez intéressant. Je voudrais donc le remercier ici, c'est une occasion. Madame, notre épouse Bousso Dioum, ma fille Anta Dioum, messieurs les ministres, messieurs les directeurs de société, mes amis les forestiers, nous avons combattu ensemble la lutte, ce qu'on appelle la lutte contre la désertification pendant une quinzaine d'années. Et je sais que, pour revenir à Iba Der Thiam, nous avions lancé un sigle, les pays agressés par la désertification, et c'était la période où on lançait le PNUE, le PAD, la BAD, etc. Et nous avons lancé le PAD, et qui a été approuvé par 140 pays des Nations Unies. Et j'ai dit Iba Der Thiam parce que c'est le seul en Conseil des ministres qui avait salué cette initiative. Et malheureusement, bon, ça n'a pas continué. Messieurs et honorables invités, mesdames, messieurs, Monsieur Baba Dioum, mon ami, cet ami qui est né dans le Jolof, ce pays florissant en cette époque, parce que c'était un carrefour commercial, Dara Jolof. Baba Dioum est né à Dara Jolof. De Ndiaye Dioum, je dis bien Ndiaye Dioum avant, parce que tout le monde sait ici que seules les mitochondries sont les véritables signes d'ascendance ou de descendance, et que les scientifiques actuellement s'en accaparent. Et donc de Ndiaye Dioum et de Amadou et Ndiaye Dioum. Voyez-vous qu'il y a deux Ndiaye dans le nom, ce qui semble nous définir tout de suite que Baba est né d'une famille de Dioum complet, et également dans une famille aisée, parce que notre père Amadou Ndiaye Dioum était un commerçant notable, respecté dans cette localité de Jolof. Baba Dioum, comme beaucoup de ses camarades de cet âge-là, fils de musulmans, a commencé ses études à l'école coranique, tout petit à l'école coranique, et faisant preuve d'une grande intelligence et d'une précocité dans l'intelligence, il a mené à un moment donné l'école coranique et l'école publique. Puis il a continué à l'école publique de Dara, puis de Linguère, et le voilà franchir cette école élémentaire, rentrant dans le secondaire, après ce concours mémorable qui était l'entrée en sixième. L'entrée en sixième était un passeport extrêmement difficile à avoir et qui définissait déjà le parcours, le cursus universitaire des enfants. Et Baba Dioum a été admis donc au concours d'entrée en sixième, et parmi les meilleurs de ce pays, et a pu ainsi bénéficier, comme tous les meilleurs, d'une bourse entière d'internat qui lui a permis de continuer ses études au collège Blanchot et au lycée Van Vollenhoven.
Vous savez que Van Vollenhoven était le lycée, le grand lycée de l'AOF, et que le second lycée du Sénégal était le lycée Faidherbe à la capitale, qui était à Saint-Louis, capitale du Sénégal. À Baba Dioum, dans ce lycée, a donc été de façon permanente suivi un des meilleurs élèves de l'établissement. Il eut assez facilement son baccalauréat et après un petit crochet à l'université de Dakar, il s'est trouvé dans les classes préparatoires aux grandes écoles françaises. C'était la période où très peu d'élèves sénégalais étaient dans ces instances-là. De ce lycée, bien sûr, il a bien réussi son concours, mais malheureusement, au lieu de s'orienter vers, ou heureusement pour le Sénégal, au lieu de s'orienter vers la médecine vétérinaire, le voilà plongé dans la foresterie. Ingénieur plein, il a voulu poursuivre ses études comme beaucoup de ses collègues de d'antan pour encore augmenter sa formation en pédologie, mais le voilà rapatrié comme beaucoup d'entre nous pour servir son pays. Baba Dioum s'est montré dès le jeune âge comme un homme qui savait où aller. Il s'était tracé son parcours et il l'a fait selon ses propres volontés et sa détermination. C'est ainsi qu'au retour au pays, il a fait ce qu'il a voulu faire. Parce qu'à cette époque-là, en 1964, les cadres étaient tout de suite parachutés dans des postes de haute responsabilité, sans formation pratique. Il a donc voulu aller d'abord sur le terrain et à Ziguinchor, dans la région forestière du Sénégal. C'était un bon choix. Et je pense que ce passage à Ziguinchor l'a vraiment aidé. Et malheureusement, il n'a pas pu rester longtemps, puisque le pays avait besoin de lui. Et le voilà tout de suite à la direction des eaux et forêts. J'ai insisté sur ce parcours de Baba Dioum parce que nous avons un peu un parcours similaire. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi nous nous sommes retrouvés et de façon tout à fait complémentaire. Effectivement, je suis né aussi dans Bled, mais quand je suis rentré, je n'ai pas voulu faire aussi, je n'ai pas voulu aller dans les directions. Je suis allé sur le terrain en Casamance. Et de la Casamance, j'ai continué à Cefa, à Saint-Louis, et on s'est retrouvé donc au niveau de Dakar, et déjà en tant que jeune ingénieur, mais fort heureusement, et on s'est retrouvé au développement rural. On s'est côtoyé, parce que j'étais, moi, avant secrétaire d'État aux eaux et forêts, et il était dans les ministères, mais au développement rural, en 1988, c'est là qu'on s'est retrouvés, et on s'est vite compris, et on a travaillé ensemble. C'était merveilleux, parce qu'avoir un conseiller qui, à peine qu'on se regardait, on se comprenait. Et ça, c'était merveilleux. Pour moi, ça m'a beaucoup facilité la tâche, et on a pu ainsi parcourir le chemin ensemble, et en nous attaquant à des grands dossiers et qui sont encore de dossiers d'actualité. Le dossier le plus important a été, il le dit lui-même, est celui de la conférence des ministres d'agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce dossier que nous avons développé ensemble et qu'il a continué, parce que moi je suis allé ensuite à l'Assemblée nationale, qu'il a continué au niveau du développement rural et en plus ensuite tout seul au niveau de l'unité régionale de coordination, et a été pour lui, je crois, une passion, parce que ça correspondait à son tempérament, à sa formation, à son expérience, et ça correspondait également à l'ouverture qu'il avait déjà eue sur le plan international. Ce dossier, il l'a toujours, et je pense qu'il doit se battre pour que cette conférence soit immortelle. J'annonce là déjà peut-être un deuxième ouvrage que Baba Dioum devra faire pour rester l'ingénieur africain que nous reconnaissons en lui.
Je le félicite pour le travail qu'il a fait et je suis fier et heureux de pouvoir présider aujourd'hui la dédicace de ce livre prestigieux que d'autres en parleront tout à l'heure et de façon tout à fait ample et tout à fait détaillée. Je voudrais donc vous remercier tous d'avoir accepté de venir ici. Ça veut dire que vous êtes tous au rendez-vous du savoir, mais aussi de l'amitié et également de l'engagement à pouvoir mener ce pays de l'avant, à le développer, quelles que soient les sensibilités politiques, parce que nous sommes simplement des Sénégalais. Je souhaite que la cérémonie soit belle et je vous remercie. Pendant de si longues années. Et de dire que j'apprécie à juste titre l'honneur de vous présenter le livre sur la personne et les contributions si nombreuses que nous célébrons ici aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Je dirais d'emblée que ce livre n'est pas fait pour la lecture. Il est fait pour la méditation. Tel un guide qui vous montre le chemin vers votre destination, mais fait l'économie de vous décrire le paysage dans toute sa beauté. Il faudra ouvrir les yeux, savoir bien observer pour pleinement apprécier les paysages dans toutes ses couleurs et ses formes. Le livre est constitué de 13 chapitres. Précédant ces chapitres, tout au début, nous avons le témoignage d'une fille qui en dit beaucoup sur le père et le technocrate Baba Dioum. Les 3 premiers chapitres décrivent les expériences formatrices du technicien du développement, les premiers pas en dehors du Jolof natal, Linguère, Saint-Louis, Dakar, les voyages lointains à la recherche du savoir en France, à Paris et à Nancy, le retour au Sénégal des profondeurs. Déjà apparaissent les valeurs et principes qui seront exposés dans tout leur éclat dans le reste du livre. La dignité, le sens de l'équité, la loyauté, le courage moral et surtout la technicité. Les 6 prochains chapitres décrivent d'importants mouvements, pas en termes géographiques, mais plutôt en termes professionnels. À travers les différents départements d'une administration en pleine mutation, marquée par l'entrée progressive des nationaux, on y retrouve les mêmes valeurs et les mêmes principes, mais leur manifestation cette fois-ci est plus intense, du fait de la multitude, de l'importance et je dirais même de la gravité à certains égards des défis à relever et des choix à opérer. Telle une boussole, ces valeurs et principes ont permis à Baba de naviguer les énormes océans qui constituent l'espace politique du Sénégal. Le Sénégal des premières décennies post-indépendance. Ces chapitres ensemble reflètent également les multiples dimensions et les facettes variées aussi bien du talent que de la contribution de M. Dioum. Une contribution couvrant plusieurs départements techniques et allant bien au-delà du Sénégal, pour profiter en dehors de l'Afrique de l'Ouest, le reste du continent et toute la communauté internationale. Je cite l'esprit d'initiative et les réalisations dans le secteur privé, le leadership et la mobilisation pour donner au gouvernement africain une voix forte dans les débats sur le développement au niveau mondial, la défense acharnée et responsable des intérêts du Sénégal durant la période des ajustements structurels sont riches d'enseignements. Et je le recommande vivement aux jeunes et peut-être aux moins jeunes qui sont encore actifs. Les 3 chapitres qui vont suivre résument avec clarté et précision les enseignements tirés d'une carrière de plus d'une trentaine d'années. Permettez-moi, peut-être c'est le moment de vous lire certains extraits du livre, très rapidement. Je suis sorti de cette séance en me disant
qu'il devait y avoir deux logiques. Une logique politique et une autre technique. Ou alors, la logique technique devait dévier pour juste servir à la logique politique qui, peut-être, n'avait d'intérêt que par rapport à la confiance que les populations lui accordaient. Plus tard, la seule manière d'occuper une fonction publique, c'est d'être compétent, loyal et engagé dans ce qu'on entreprend, sans pour autant aller au-delà de ses compétences. Je disais souvent qu'il faut être muni de la clé qui veut dire compétence, loyauté et engagement. Quelle que soit la pression qu'on reçoit du côté de la famille, de ses amis et quelquefois du côté de ses supérieurs, on doit toujours tenir son engagement. Et enfin, quand le pouvoir abuse, on essaie de lui montrer qu'il en fait un peu trop et qu'il se doit de respecter les populations. Quand une injustice est trop flagrante, on essaie de la faire réparer tout en restant dans les limites de la courtoisie, la loyauté et l'honnêteté. Cette partie, et surtout le chapitre 12, m'a fait penser qu'il fallait peut-être parler de pouvoir au pluriel dans le titre de l'ouvrage, dans l'antichambre des pouvoirs politiques et religieux. Tellement l'ingénieur qu'il est a su bâtir les ponts, non seulement entre les confréries, mais également entre les principales galaxies politiques et religieuses que compte l'univers socioculturel du Sénégal. Le dernier chapitre est avant tout un défi pour les générations à venir, mais également le moment pour l'auteur de distiller toute la sagesse à la fin du récit, comme on le fait en clôturant un conte traditionnel. Jadis, c'était sous le clair de lune que les anciens, munis de 1001 histoires et contes assemblés à travers les siècles, transmettez le savoir et la sagesse aux futures générations. À l'ère de Google et de Facebook, bref de l'Internet, M. Dioum a décidé de perpétuer cette tradition en écrivant ses mémoires. J'espère et je prie également, en écrivant ses mémoires, sous la lueur des écrans mobiles, smartphones et laptops, telle la lune en pleine savane, les propos de l'aîné trouveront le chemin des oreilles des jeunes. J'espère et je prie également celui de leur cœur et âme. Au finish, permettez-moi de signaler un fait qui ne pourrait pas échapper au lecteur, c'est-à-dire une carrière pleine de premières. Premier Sénégalais à l'école des eaux et forêts de Nancy, premier ingénieur des eaux et forêts, premier inspecteur régional sénégalais des eaux et forêts de la Casamance, premier directeur national, auteur du premier programme de développement agricole, fondateur de la première société privée de forage par un national, première expérience d'agroforesterie à Touba Bogo, premier forage à Prohan, et la liste s'allonge. Je vous recommande ce livre aux jeunes et aux moins jeunes. Et je vous recommande de lire entre les lignes et d'aller au-delà du guide et d'observer et de bien observer pour découvrir le paysage qui se dessine avec toute sa beauté, ses formes. Je vous remercie. Cher Abdelkader Sissoko, président de l'Assemblée nationale, ministre, monsieur le ministre Papa Abdoulaye Seck, messieurs les ministres, messieurs les grands frères, les petits frères aussi, Madame Bousso Dioum, nos chers enfants, mesdames, messieurs. Tout à l'heure, j'écoutais Baba Dioum dire « Nous allons laisser à Maître Doudou Ndoye le soin de commenter l'ouvrage ». Cet ouvrage me paraît comporter d'abord, à titre principal,
l'histoire de la vie d'un homme en présence d'un historien émérite tel que le professeur Iba Der Thiam, notre grand frère, il serait malaisé pour un pénitus extranéi comme moi de me livrer dans un commentaire de l'histoire de la vie d'un homme. J'ai essayé d'approcher cet ouvrage avec les quelques outils qui m'ont été confiés et qui pourraient me permettre d'aller vers Baba Dioum. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, en lisant ce livre de Baba Dioum, j'ai retenu une phrase sur une page. J'ai vu qu'il a écrit quelque part des hommes politiques, s'adressant aux hommes politiques, ses amis. Il nous a dit, ces hommes politiques-là, ses amis dans l'administration, il ajoute, autant qu'un homme politique pourrait l'être. Ce qui m'apparaît signifier que Baba Dioum a douté dans sa jeune carrière de l'amitié d'un homme politique. Est-ce qu'un homme politique peut être un ami? C'est ce que je crois avoir compris de cette phrase-là, sauf correction de la part du docteur Diallo. Mais je vois sur cette table un homme dont il a beaucoup parlé, Monsieur le Président Sissoko. Je vois aussi Pape Abdoulaye Seck, qui fut un de ses élèves, sauf erreur de ma part, en tout cas, quelqu'un à la formation duquel il a fortement contribué. Et je vois le docteur Badiane, et je me dis, enfin, je peux oser penser qu'il a dû se tromper dans son appréciation. Car si ce n'était l'amitié profonde, constante, qu'est-ce qui pourrait expliquer la présence de cette éminente personnalité qu'est Cheikh Abdel Khadr Sissoko? Je crois, Baba, que les deux versants de la médaille accompagnent l'être humain. D'une part, la déception et de l'autre, la satisfaction. Prenons de notre vie ce qui est le plus positif. Au moins ceux qui savent garder l'amitié. Il y en a en politique. Sinon, on n'aurait pas vu Iba Der Thiam, El Hadji Malick Sy Souris, Cheikh Abdel Khadr Sissoko et bien d'autres personnages dans cette salle. Je m'en vais vous recommander de positiver et de considérer que votre œuvre vous a apporté des amis, ce qui n'est pas courant aujourd'hui dans l'humanité. Mesdames, Messieurs, et cela aussi, ce que je viens de dire a été même confirmé, fortement confirmé par M. Ousmane Badiane, qui, en postfaçant ce livre, termine en disant de Baba Dioum qu'il a été le grand frère, qu'il a su rester l'ami, qu'il a su être le père, qu'il a su être le conseiller, en fait, qu'il a su être tout pour lui. Et Baba, vous avez été tout pour lui et il montre aussi qu'il sait vous le rendre. Et dans votre ouvrage, ce qui m'introduit personnellement maintenant dans votre livre, est que sur une page, vous avez raconté un événement. Vous nous avez révélé ce que les gens ne font pas souvent, que vous avez été un prisonnier. Vous nous avez dit, dans votre livre, que vous avez été l'objet de poursuites judiciaires devant une juridiction qui s'appelle la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et que lorsque vous êtes présenté devant les juges ou la juge d'instruction, c'est vous-même qui lui avez dit, Madame le juge ou Madame la juge maintenant, parce qu'à cette époque on disait le juge aux femmes. Heureusement, les femmes ont pu conquérir leur place dans notre société et faire reconjuguer. Le professeur Iba Der Thiam va rigoler. Je suis un peu provocateur à ma façon aussi. C'est pour ça, tout à l'heure, je vais vous parler de Baba Dioum provocateur. Et provoquant le juge, c'est Baba Dioum lui-même qui dit au juge, alors que son avocat était en train de... En fond, je ne tremblais pas beaucoup. Parce que quand nous sommes allés tous les deux voir le juge, je lui avais dit, Baba, prépare ta valise. Et je crois que sa charmante épouse, confiante en l'avenir, lui avait préparé les meilleurs pyjamas pour une des chambres de cette citadelle.
et que venant à moi, il avait sa petite mallette, son beau boubou. C'est pourquoi ce matin j'ai porté ça, parce que je me souvenais qu'il portait un boubou comme celui-ci et que nous sommes allés ensemble voir le juge. Et je lui ai dit, mais Baba, tu ne vas pas rentrer chez toi, hein? Le juge va te mettre en prison. Et c'est lui-même qui dit au juge, Madame le juge, écoutez, finissons-en. Vous êtes là en train de me convoquer tous les jours, vous ne me dites rien de valable, je ne sais pas où je vais dormir demain après-demain, faites ce que vous avez à faire et qu'on en finisse. Et Madame le juge qui lui dit, je suis fort dérangé, je vais le faire quand même. Parce que, malheureusement, cette loi-là, qu'on applique toujours, en dépit de bien des choses, avait fait du juge et fait encore du juge un instrument servile du parquet. Quand le ministère public, le procureur de la République dit « mettez en prison », vous n'avez pas le droit de ne pas le faire. Voilà ce que dit la loi. Donc le juge n'a aucune liberté pour décider quoi que ce soit en dehors de ce que le parquet veut. Et Madame le juge était malheureuse et elle dit « je suis navré, je suis obligé de vous placer parce que le procureur me le demande ». Mandat de dépôt, dans l'histoire du Sénégal judiciaire et dans l'histoire judiciaire de la France, on n'a jamais vu quelqu'un placé sous mandat de dépôt, ne pas être pris par les policiers, être amené par les policiers. C'est la police qui reçoit le papier, la police pénitentiaire qui reçoit le papier, qui vous menotte, qui vous met dans le car et qui vous amène en prison. J'ai dit au juge, mais Madame le juge, vous n'allez pas permettre que des policiers amènent ce grand monsieur dans une prison. Laissez-moi être le policier aujourd'hui. Et le juge m'a dit, Maître Ndoye, je vous fais confiance, je vous donne le papier. C'est vous qui allez l'amener. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire, en tout cas d'un pays francophone, quelconque. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'était le palais de justice du Cap Manuel, au Cap Manuel au fond, là-bas, en haut, derrière l'hôpital Dantec, pour les plus jeunes. Nous avons pris la corniche ouest pour aller à Rebeuss. Et puis on était seuls dans ma voiture, moi, son chauffeur et son garde pénitentiaire. Je mettais une musique et il chantait dans la voiture. Voilà Baba Dioum. Il a chanté jusqu'à la prison. Alors, ce personnage m'a profondément marqué. Vous comprenez? C'est la seule expérience de ce genre que j'ai vécue dans ma vie. Cet homme qui n'était pas coupable, qui était innocent, jusqu'à ce qu'au moins le juge le confirme, qui est parti dans sa cellule en chantant, bien habillé, qui le savait, conduit par son avocat. S'il faut lire dans un livre des événements historiques, je pense aussi que dans un livre écrit par une personne, du livre peut transparaître la personnalité de la personne. Et de cette personnalité de Baba Dioum, je vois des exemples dans ce livre. Et c'est ça qui m'interroge beaucoup. Parce que Baba Dioum, dans cet ouvrage, a fini par dire quelque chose aux jeunes générations. Et c'est la fin, c'est la dernière phrase du livre. Quand j'étais mauvais élève au lycée, au moins j'avais retenu deux choses. L'introduction et la conclusion, comme on peut l'appeler comme ça, dans une dissertation. Comment on l'introduit, comment on le conclut. C'est pour ça, nous, avocats, quand on travaille pour quelqu'un dans les conclusions, les plaidoiries écrites, on commence toujours par lire la dernière page, la toute dernière page. Qu'est-ce qu'il me veut? Ce qu'on vous veut se trouve à la fin. Ceux qui le veulent se trouvent au début. Qui me veut du mal, c'est le début. Quel est le mal qui me veut, c'est la fin. Quand on se connaît les termes du combat, on va chercher maintenant les armes. Alors, Baba, nous sommes en combat aujourd'hui un petit peu, toi et moi. Alors, qu'est-ce que vous nous voulez? À la page 169 de votre livre, vous terminez par dire la deuxième chose. Et vous terminez par ça. Et que par ça. La deuxième chose, c'est ce que j'appellerais de ne jamais répondre à la provocation. Quand vous avez un potentiel, on vous laissera très peu la chance de l'exprimer. Et ceux qui ont détecté ce potentiel, s'ils ne sont pas généreux, peuvent ne pas vous laisser évoluer
et vous provoqueront pour que vous fassiez la faute fatale. Alors, voilà l'enseignement et le message que vous donnez à toutes les générations qui vont vous lire et que j'avais reçu en 1983 de vous-même. Je venais d'être nommé garde des Sceaux. Je suis passé à une émission de la télévision et Baba Dioum me dit « Doudou ne répond pas à la provocation ». Bon, j'étais dans la fougue de la jeunesse et je crois que je ne l'ai pas écouté et j'ai répondu à toutes les provocations et peut-être aussi je continue à le faire. Hein. Bon. Mais lui, il m'avait averti. Et il m'avait dit en 1983, ne répondez pas à la provocation. Et chaque fois que je le vois, je dis, Baba, ah, si je t'avais écouté. Et voilà le même message qu'il est en train de donner aux jeunes générations. Et en lisant le livre, en relisant le livre, et en regardant ce que Baba Dioum nous raconte de sa vie, je me suis demandé, au fond, maintenant, excusez-moi, Socrate était un grand provocateur, mais il est resté plus longtemps dans l'histoire que ceux qui l'ont condamné à boire la ciguë. Et je me suis demandé si Baba n'est pas lui-même le provocateur. En fait, c'est le questionnement que je me pose. Est-ce que lui-même n'a pas l'âme d'un provocateur? Est-ce qu'il n'a pas exprimé dans toute sa vie cet instinct de la provocation? Et il en connaît le mal et il dit aux jeunes, méfiez-vous de ceux qui vous provoquent. Alors Baba nous dit, à un moment donné de ma vie, j'étais entre M. Babacar Ba et M. Abdou Diouf, qui semblaient être en bis-bis. Et M. Abdou Diouf m'a reçu, il était Premier ministre. Et je lui ai dit, écoutez, M. Abdou Diouf, ou Abdou, je ne sais plus comment il l'appelle, entre Babacar Ba et vous, il faut que vous sachiez que c'est fini. Le temps où le peuple sénégalais vote pour un homme. Le temps gaulien, le temps gaulliste, le temps senghorien est fini. Maintenant, le peuple sénégalais est mûr, va voter pour une équipe. N'aviez-vous pas provoqué quelqu'un qui s'attendait à être lui-même ce gaulien ou ce post-senghorien? Ne l'avez-vous pas diminué ce jour-là dans ces tendances du président qu'il a été par la suite? Et ensuite, vous nous racontez votre épisode avec McNamara, ce grand McNamara, grand argentier, grand ministre de Kennedy, qui était l'un des personnages les plus admirés du monde, à que vous défiez partout, sur toutes les scènes de l'histoire, en montrant ce que vous êtes encore, l'homme compétent, l'homme engagé, l'homme fort, l'homme honnête. Le monde politique aime-t-il ce que vous êtes? Vous l'avez vous-même dit, en disant non. En donnant aux jeunes générations cet enseignement, vous leur dites, soyez moins compétents, cachez-vous sous vos chemises, caressez un peu le poil des mains, faites attention, alors que vous-même, vous avez provoqué toute votre existence. Mais au fond, c'est peut-être parce que vous êtes le grand provocateur que nous sommes tous ici. C'est peut-être parce que vous avez accepté de vous assumer. Assumer votre destin. Assumer votre compétence. Assumer votre savoir. Assumer votre famille. Savoir que l'Afrique et le monde sont éternels. Et que l'homme est passager. Quel que soit le pouvoir, il passe. C'est peut-être parce que vous êtes tous là que vous avez accepté et que vous avez aimé provoquer. C'est-à-dire provoquer pour vous, en fait, c'est pas être violent, c'est être ce que vous êtes. L'homme doit-il cesser d'être ce qu'il est? Vous n'avez jamais cessé d'être ce que vous êtes. C'est pourquoi votre épouse est là. Et j'ai assisté à quelques petites parties de ses souffrances, mais j'ai vu à quel point elle fut noble, elle fut souriante, elle portait ses enfants et qu'elle vous ait accompagné jusque-là, je pense que c'est votre mérite réciproque. Et je salue aussi vos enfants, je salue leur réussite. C'est vraiment le plus grand bonheur que Dieu a pu nous donner à nous tous. Monsieur Ousmane Badiane, vous êtes un ami, l'ami de Baba Dioum, le frère, l'homme qui l'a accompagné. Monsieur le ministre, Papa Abdoulaye Seck, je terminerai par vous. C'est l'occasion à nouveau de vous présenter mes condoléances pour les épreuves que vous avez vécues, mais aussi vous dire que c'est le signe du destin. Quand Dieu décide, personne n'y peut rien. Mais surtout pour le bonheur de notre pays, et croyez-moi,
c'est sincère, c'est mon observation d'homme un petit peu babadjoumiste ou babadjoumesque. Je suis un peu provocateur à ma façon, mais quand je dois dire la vérité, je le dis. Vous êtes en train de faire un très grand travail. Notre pays, c'est l'alimentation, notre pays, c'est la nourriture. Vous travaillez pour que nous puissions nous nourrir nous-mêmes. Je pense que quand un peuple arrive à se nourrir, le reste, c'est rien du tout. Le reste, c'est rien. Le reste, c'est de mourir après. Et tout ce que vous faites en ce moment, peut-être un jour conduira à ce que nous ayons notre autosuffisance alimentaire. Ce livre ne peut pas être commenté par moi-même. Monsieur le professeur Iba Der Thiam, devant l'histoire d'un homme, le reste, tout appartient aux historiens. Monsieur le ministre El Hadji Malick Sy, expert en fiscalité, expert en économie, parce que j'ai l'honneur de lire souvent votre ouvrage, de le lire, de le relire, ouvrage particulièrement compliqué. Vous qui êtes plus âgés que nous, dans cette salle dont nous sommes les petits frères, je voudrais tous vous dire merci, vous dire l'honneur que j'ai, vraiment, l'honneur que Baba Dioum me fait de m'amener à mon grand frère, Cheikh Abdou Khadir Sissoko. Nous connaissons de lui le ministre de l'Agriculture. Mais ce que je voudrais révéler de lui, c'est que aujourd'hui tout le Sénégal utilise ce qu'on appelle le groupement d'intérêt économique, le GIE, et toute l'Afrique d'ailleurs. Toute l'Afrique à travers les textes de l'OHADA. Mais on le lui doit. C'est lui, Cheikh Abdou Khadir Sissoko, ministre de l'Agriculture, qui voulait aider les jeunes agriculteurs à obtenir des financements de la Banque mondiale, du FMI, de certains organismes étrangers. À l'époque, j'avais l'honneur d'être ministre de la Justice, et comme cela relève du droit des sociétés, c'est lui qui a contacté M. le Président Abdou Diouf, et Abdou Diouf m'a répercuté son désir, et pour me dire, accompagner Cheikh Sissoko avec le droit, pour qu'il puisse réaliser ses intentions pour les jeunes agriculteurs du Sénégal. Donc nous lui avons apporté, et je l'ai accompagné moi-même à l'Assemblée nationale, nous lui avons apporté l'instrument juridique pour qu'il réalise ce vœu. Donc aujourd'hui, tous les GIE que vous voyez au Sénégal, nous le devons à M. le ministre Cheikh Abdou Khadir Sissoko. C'est par là, Baba, que je voudrais terminer en disant que si je devais remettre un titre, je dirais « Mémoire d'un ingénieur provocateur ». Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, professeur Iba Der Thiam, Monsieur le ministre, Maître Doudou Ndoye, Monsieur le ministre El Hadji Malick Sy Souris, Dr Ousmane Badiane, directeur IFPRI Afrique, Monsieur le directeur du CORAF, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Monsieur le directeur de cabinet du même ministère, Monsieur le président du conseil d'administration de la SAED, Messieurs les chefs coutumiers et religieux, Madame Dioum, ma tante, chers parents, Mesdames, Messieurs. Mon exercice de ce matin est difficile. Il est vraiment difficile, puisqu'il s'agit de commenter l'ouvrage de El Hadji Baba Dioum. Ceci tient essentiellement à la personnalité de l'auteur, qui est un homme profond, un homme articulé. Il est aussi un tribun, un séducteur intellectuel, qui réduit à néant notre indifférence tout en marquant une différence. En clair, dès notre premier contact professionnel, qui a 35 ans d'âge, j'ai eu à remarquer son goût de la précision et du travail bien fait. Mais aussi et surtout, sa capacité à faire des emprunts disciplinaires pour éviter les analyses réductrices du réel
lesquelles analyses réductrices du réel sont imputables à un cloisonnement du savoir et du savoir-faire. Au demeurant, Monsieur le Président, l'honnête homme du siècle des Lumières a effectivement disparu du décor humain. Car nul ne peut de nos jours prétendre acquérir une culture générale englobant toutes les spécialités, de la chimie à la botanique, des mathématiques à l'astronomie. Toutefois, l'humanité compte les hommes cultivés, expérimentés, qui ont le devoir et l'obligation de retracer leur vécu. Du fait précisément que la meilleure des prospectives est la résultante du passé et des germes de changement qui sont contenus dans le présent. L'ouvrage est donc un de plus, mais pas un de trop. Venu nous rappeler d'ailleurs l'excellent ouvrage de Philippe de Villiers intitulé « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu ». Chers amis, à la lecture de l'ouvrage, la pensée nous conduit à une interrogation forte qui s'énonce comme suit. Pourquoi l'Afrique tarde-t-elle à honorer la connaissance qui est pourtant la première des matières premières pour s'inscrire dans une dynamique de progrès social, technologique et économique? Évidemment, il me plaît d'annoncer que j'ai pu trouver, entre autres, des éléments de réponse dans l'ouvrage. Les intellectuels doivent savoir résister à la provocation pour ne pas commettre une faute fatale. J'ajouterai synonyme de disqualification. Alors, comment faire et que faire? Les intellectuels africains doivent apprendre à faire beaucoup de bruit tout en étant silencieux. D'où la pertinence de la typologie que fait l'auteur à partir du distinguo entre la logique politique et celle dite technique. Oui, le techniquement correct n'est pas nécessairement le politiquement correct. En effet, le technicien doit nourrir la réflexion du politique, à qui revient la charge de décider et d'assumer. Et à l'évidence, dans une décision politique, il y a toujours des éléments qui échappent au génie créateur et à la boîte noire du technicien le plus avisé. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut aussi de tout pour gérer le monde sans le détruire. Construction ne doit pas rimer avec des constructions. Par ailleurs, l'ouvrage évoque avec brio les trajectoires d'approche de politiques agricoles, dirigisme, consultation, participation et le choix à opérer et imposer par le terrain.
Cela dit, si nous voulons un développement agricole harmonieux et harmonisé, tous les auteurs, tous les acteurs doivent en réclamer la paternité de la conception. C'est pourquoi, ici, dans notre pays, le plan Sénégal émergent a été conçu par tous, au bénéfice de tous, par souci d'équité et d'efficacité économique de nos interventions. À mon humble avis, et très certainement, l'évolution du monde recommande une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit de chaque peuple d'élaborer ses politiques sans effet négatif sur le reste du monde. En d'autres termes, les recettes magiques en matière de politiques agricoles doivent définitivement appartenir au musée des idées périmées. Et le terrain doit commander la méthode. Par conséquent, celle-ci doit être calibrée et rythmée par nos convictions fortes, en lieu et place de celles qui sont affectées. Car un tailleur sur mesure est toujours plus précis qu'un tailleur prêt à porter. Pour ce qui est des options stratégiques de politiques agricoles, l'ouvrage est en phase avec la vision du président Macky Sall. Car nous ne sommes pas pour un productivisme. Nous sommes pour un pilotage par l'aval, c'est-à-dire l'orientation de notre agriculture par le marché. Notre objectif étant de nous nourrir aujourd'hui et de léguer aux générations futures un héritage environnemental de qualité. C'est ce que nous désignons sous le vocable de solidarité générationnelle agricole, c'est-à-dire produire plus et mieux en considérant que demain a la légitimité d'exister et doit exister. En décoder, demain doit être plus radieux qu'aujourd'hui grâce à des convictions fortes, assorties d'une recherche forte, porteuse de profondes et significatives mutations en vue d'une métamorphose positive de notre agriculture. Tout, absolument tout, est possible en agriculture. Nous sommes en mesure de dompter la nature grâce au génie créateur et potentiel de l'homme. N'est-ce pas Nietzsche qui disait « L'homme est à la mesure de toutes choses ». Pour éviter d'être long, je le suis déjà. Il me faut alors conclure. Conclure en disant El Hadji Baba Dioum, en pur Jolof, nous invite à aller nager. C'est tout le charme. Nous invite à aller nager. C'est tout le charme de son verbe. Si imagé, si osé, si séculant. Félicitations et merci à cet homme de valeur qui m'a toujours entouré d'une affection des plus fortes. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie de votre aimable attention.
Monsieur le Président Cheikh Abdou Khadre Sissoko, Monsieur le Ministre, non moins oncle, Professeur Iba Der Thiam, Monsieur le Ministre Maître Doudou Ndoye, Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Pape Abdoulaye Seck, Monsieur le Ministre El Hadji Malick Souri, ami et frère, Monsieur Abdoulaziz Dieye, expert comptable, qui est dans la salle, chers amis, chers parents de tous bords, après avoir rendu grâce à Dieu et louange au sceau des prophètes, Mohammed, paix et salut sur lui, qui m'a accordé une longue vie et gratifié de facultés morales et intellectuelles et d'un infime savoir puisé du savoir infini pour servir la société, notamment la nation sénégalaise à laquelle j'appartiens, je voudrais m'arrêter un instant pour remercier tour à tour les personnalités qui constituent ce panel et qui me témoignent ainsi de leur considération et de leur affection. En premier lieu, M. Cheikh Abdou Khadre Sissoko, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre du Développement rural. J'ai collaboré étroitement avec vous comme conseiller et en ma qualité de directeur de l'unité de politique agricole avant d'occuper les fonctions de coordonnateur de la conférence des ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je dirais Cheikh cette fois-ci, parce que tu es un ami, comme l'a confirmé Doudou Ndoye tout à l'heure. Vous m'avez accordé ce qui est essentiel pour moi dans la vie, votre confiance. Ceci a été d'un effet multiplicateur dans mes efforts de servir une cause noble et qui nous est commune, c'est-à-dire le développement agricole du Sénégal. Nous avons ainsi développé des complicités pour ne jamais nous opposer, in fine, dans la façon d'utiliser les résultats de mes réflexions et avis, qui pourtant ne revêtaient qu'un caractère de proposition sous forme d'alternative mise à votre disposition pour prendre les décisions qui vous appartenaient. Mieux, notre complicité est allée jusqu'à me consulter sur le choix des hommes que vous souhaitiez promouvoir à quelque titre que ce soit. Soyez donc remerciés de tout ce que nous avons fait ensemble, mais surtout de la confiance que vous avez toujours accordée pour me permettre d'avancer. Alors, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Pape Abdoulaye Seck, que vous dire, sinon que vous êtes ma fierté. Très jeune chercheur, alors que vous collectiez les prix des produits agricoles en arpentant les Niayes, vous vous êtes très tôt approché de moi pour partager vos analyses et ainsi nous avons cheminé au cours de réflexions fécondes à penser autrement le développement agricole. Au-delà du productivisme, il s'est révélé que seul le marché peut tirer durablement la production. Nous avons ainsi ensemble formulé des concepts du genre
le marché tire la production. Produire, c'est bien, mais vendre, c'est mieux. Et enfin, piloter par l'aval le développement agricole grâce au marché. Voilà des concepts que nous avons nourris ensemble. Nous avons conçu autour de l'information agricole les observatoires de filière qui mettaient à égale distance les acteurs d'une filière pour mieux la co-gérer et partager ainsi les bonnes informations et de définir chacun en ce qui le concerne sa propre stratégie. Des modèles d'observatoire ont ainsi été créés pour le bétail viande au Mali, pour l'oignon au Niger, pour les fruits et légumes en Guinée et pour les racines et tubercules en République centrafricaine. Ces modèles ont été les précurseurs des chaînes de valeur dont on parle tant aujourd'hui, différentes des chaînes de production. C'est ainsi que votre académie, que dire, votre 4e académie, parce que vous êtes membre de 3 autres académies, l'Académie du Sénégal, l'Académie africaine et l'Académie du monde. Mais vous portez le standard de cette 4e académie dont nous avons le secret. Vous et moi, nous vous considérons dans cette académie comme le porte-étendard de ces réflexions. Pour Maître Doudou Ndoye, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le hasard de mon dossier devant la CREI, nos chemins se sont croisés pour ne plus se séparer. Comment vous remercier, vous qui avez contribué tant à laver mon honneur et celui de ma famille, pour avoir su utiliser les évidences qui étaient en ma possession, les organiser de façon judicieuse pour emporter ma relaxe pure et simple auprès de cette cour. J'ai retenu en vous l'intelligence, le raffinement, mais surtout l'art de l'exégèse, à mettre le droit à la portée du simple citoyen. Vous êtes le maître qui m'a appris autour d'une table à rédiger des mémoires de défense. À mon tour, je vous ai enseigné une leçon de sagesse que vous avez peine à appliquer et qui est ne jamais répondre à la provocation. Vous êtes un modèle achevé de juriste que notre pays gagnerait à écouter. Dr Ousmane Badiane, directeur pour l'Afrique de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, IFPRI, à Washington. Que dire de plus sur nos relations après avoir lu votre postface? Vous avez su traduire tout ce que nous partageons ensemble depuis que je vous ai découvert dans les couloirs de l'IFPRI à Washington où j'occupais les fonctions d'administrateur, alors que vous étiez un brillant, après vos brillantes études en Allemagne et aux États-Unis, vous serviez dans cet institut. Très tôt, j'ai découvert votre vaste et solide formation en économie agricole et votre désir ardent de mettre vos immenses talents à la disposition du continent africain. Nous avons partagé des idées et des prises de position sur le plan international, dans l'unique souci de préserver sur le long terme les intérêts du continent africain et de mieux préparer la vraie place de l'agriculture africaine dans le marché mondial. Qui aurait imaginé, il y a de cela une vingtaine d'années, que le concept « l'Afrique peut nourrir le monde », que l'Afrique est le continent de l'avenir, que l'Afrique est le pôle de croissance du monde, serait accepté par tous. Le travail immense que vous avez abattu à la Banque mondiale, à IFPRI, au secrétariat du NEPAD, en collaboration avec nous, en qualité de responsable de pilier,
dans le cadre du PDDA, le CADEP, fait écho aujourd'hui. Malgré votre jeune âge, vos avis sont respectés dans les céracles du monde développé. Lorsqu'ils veulent formuler maintenant des stratégies pour l'Afrique, vous êtes consultés. Le Sénégal peut être fier d'avoir un fils comme vous. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je vous confonds tous dans les mêmes remerciements. Vous qui avez accepté de venir honorer ce matin cette cérémonie et me témoigner ainsi de votre considération et affection. J'aimerais tant vous citer individuellement et faire des développements sur chacun d'entre vous et les liens qui nous unissent. Je ferai une mention particulière à ceux d'entre vous, et ils sont nombreux, qui à maintes occasions m'ont interpellé pour que j'écrive mes mémoires et laisser ces quelques lignes à la postérité. Je réponds aujourd'hui à cette invite, peut-être pas de la manière que vous l'auriez souhaité, mais j'y ai mis tout mon cœur pour répondre à vos appels. Que retenir de ce livre? C'est le résumé d'une expérience professionnelle dans le secteur du développement rural, sans discontinuité et de façon diversifiée dans tous les secteurs de l'agriculture. La trame de mon comportement professionnel est fondée sur une éducation de base familiale qui a permis de cultiver la générosité, le partage, la justice sociale, mais aussi et surtout le culte de la parole donnée et du djom. Les quelques pratiques et expériences vécues et analysées m'ont donné l'occasion d'en tirer des enseignements et des leçons de vie à méditer pour les jeunes générations. Ces repères indiquent la façon dont un ingénieur et plus généralement un technicien doit avoir pour garder ce qui est essentiel dans son métier. C'est l'art de trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre, mais aussi de les mettre à la disposition de l'autorité qui détient le pouvoir de décider dans un secteur qui pourrait faire progresser la communauté. Comment dès lors jouer pleinement sa partition de technicien sans pour autant empiéter sur le pouvoir décisionnel qui appartient aux politiques? Avoir la clé, c'est-à-dire la compétence qui sied, la loyauté à tout écrin et l'engagement sans faille. Pour tout cela, l'expérience est indispensable. Elle va au-delà des connaissances livresques pour se retrouver dans la praxis, c'est-à-dire le terrain, où l'on expérimente son savoir-faire afin de le maîtriser, pour ensuite le conceptualiser, pour en faire un outil de travail. C'est pourquoi ne brûlons pas les étapes. Un itinéraire professionnel doit être clairement défini dès son entrée en fonction. À vous les anciens qui avez la tâche d'encadrer cette jeune génération, soyez patients et généreux. Patients parce que l'erreur fait partie de l'expérience et de l'apprentissage. Généreux aussi parce que transmettre le savoir doit se faire dans des dispositions qui favorisent la promotion de celui qu'on forme. Pour terminer, je remercie mon épouse, Sokhna Bousso Kassé, qui depuis sa tendre enfance vit à mes côtés et me soutient dans mes épreuves tout en comprenant mes nombreuses absences répétées du fait d'activités professionnelles.
C'est pourquoi nous avions très tôt réparti le travail entre suivi de l'étude des enfants et activités professionnelles. À mes enfants, à qui j'ai voulu inculquer toutes ces valeurs, au point de paraître un père rigoureux, sinon impossible, qu'ils sachent qu'ils ont toujours mon affection.